Donc la conférence va être co-animée par moi-même. Donc, je suis Florent Zeller, directeur conseil chez ASI et responsable de la practice Microsoft au sein d'ASI, et par Mathieu Deleplanque, qui est manager d'une BU Advisory sur tout ce qui est autour de la gouvernance, du change, de l'adoption, autour des solutions Microsoft collaboratives. Pour vous resituer ici, donc on est un cabinet d'expertise numérique présent en France depuis 27 ans, avec 450 collaborateurs, et on intervient à chaque étape, des projets digitaux, de la stratégie à la mise en œuvre, et on délivre des projets avec l'ensemble de la valeur, depuis le cadrage jusqu'à la gestion du changement. Et on est donc partenaire Microsoft et on intervient principalement chez nos clients sur ces technologies-là et dans le domaine du collaboratif, autour de Jalios également. Avant de rentrer dans le vif du sujet, le terme Digital Workplace est très utilisé, on l'entend partout, il y a même un salon qui porte son nom. Mais par rapport à ce terme-là, il veut un peu tout dire et pas que quoi dire. Donc je suis revenu un peu à la définition de la Digital Workplace. C'est ce qu'est une Digital Workplace aujourd'hui. J'ai choisi la définition du Gartner. En fait, la Digital Workplace permet de nouvelles méthodes de travail plus efficaces, augmente l'engagement et la qualité et l'agilité des employés, et exploite les styles et les technologies axées sur les utilisateurs. Donc une fois qu'on a dit ça sur le concept de Digital Workplace, il y a plein de façons de le mettre en œuvre. Et l'objet de la présentation, c'est justement, est-ce que Microsoft Teams peut répondre à cette Digital Workplace demain, et en quoi ça va répondre à ces différents axes de travail plus efficaces, de collaborer, de pouvoir être centré sur l'utilisateur et d'exploiter les différents styles et technologies à travers la plateforme et l'écosystème, notamment Microsoft, mais pas que, avec l'extensibilité. Au niveau de la Digital Workplace, on définit chez nous 4 niveaux de maturité aujourd'hui, qui vont être la première étape. On va être sur la partie communiquer. Donc le besoin pour les entreprises de mettre en place des intranets de communication. Beaucoup de communication descendante, aujourd'hui qui vient être agrémentée de likes, de commentaires, qui font les premiers embryons de la remontée d'informations, et qui est très centrée quand même autour de la com, de l'information institutionnelle, des informations valables, des actualités. Et ensuite la partie collaborer, où là on va se retrouver à mettre en place des espaces de travail collaboratifs, des réseaux sociaux d'entreprise, des intranets, qui ne sont pas toujours intégrés au sein des organisations, et notamment depuis 2020 et le Covid, qui a vu Teams pousser dans toutes les organisations et qui est arrivé comme un pavé dans la mare, ou d'autres solutions d'ailleurs concurrentes comme Zoom ou n'importe lesquelles, qui sont venues ajouter finalement un nouvel outil pour adresser un nouvel usage. On arrive ensuite à un niveau complémentaire qui est la partie fédérée. Donc une fois qu'on a mis en place tous ces outils, comment on va faire pour les fédérer? Parce qu'il n'y a rien de plus insupportable quand on est un utilisateur derrière son poste que de devoir ouvrir 45 applications pour une fois collaborer, une fois chatter, une fois faire des réunions, une fois aller voir de l'actualité. Et surtout dans cette logique d'actualité, on ne va pas forcément la voir, il faut aussi qu'elle vienne à nous. Et pour ça, il faut qu'elle soit le plus intégrée possible. Et enfin, l'étendre, cette Digital Workplace, à travers notamment l'intégration des services, des process, des applications tierces. Comment tous ces éléments vont venir compléter finalement l'environnement de travail utilisateur, la Digital Workplace, favoriser cette efficacité, cette agilité à travers la mise en place d'un accès unifié à l'information descendante, aux espaces de travail collaboratifs, aux services, aux process, aux applications tierces. Je laisse la parole à Mathieu. Merci. Donc ce qu'on constate par rapport à tout ça, c'est qu'au niveau des enjeux de l'entreprise, le digital, le digital interne, c'est vraiment le levier pour développer l'efficacité en tout cas des utilisateurs. Et cet outil doit être vraiment au cœur du développement en tout cas de l'efficacité opérationnelle de vos utilisateurs. Ce qu'on voit aussi, c'est que la population des managers est de plus en plus engagée par rapport à ces priorités et au niveau de ces chantiers-là, de plus en plus inclus et embarqués dans les réflexions. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les promesses qu'on a autour de la Digital Workplace qui va permettre d'agréger tout ça et d'être transverse et fluide pour les utilisateurs, on n'y est pas encore
On a encore trop de disparités par rapport aux outils qu'on met en place et c'est un peu compliqué pour les utilisateurs d'aller consommer tous les services qui sont nécessaires et on se retrouve avec pas mal d'outils à lancer et on n'a pas cet outil fédérateur qu'on essaye de retrouver au sein du système. Par rapport à cette situation, donc on a effectivement l'environnement hybride, on a le Covid qui est passé par là. Ce qu'on constate en fait, c'est qu'on a vraiment une évolution de nos pratiques qui est passée. Donc vous l'avez tous vécu avec le confinement, le télétravail, beaucoup plus de réunions qui sont animées à distance en mobilité, l'activation de la vidéo. Voilà, on a tous ces usages qui se sont retrouvés transformés et aujourd'hui Teams est l'un des outils, comme le disait Florian, qui nous a permis de répondre à ces enjeux-là. Et juste un petit focus sur l'évolution du chiffre, je pense que vous en avez déjà tous plus ou moins vu les évolutions. Voilà, on a vraiment eu une explosion où l'outil Teams a vraiment été pris en main par les utilisateurs. Les organisations se sont retrouvées des fois débordées en termes d'accompagnement. Et aujourd'hui, Teams est presque un outil indispensable au quotidien, en tout cas quand vous êtes sur une organisation qui fonctionne avec M365. Du coup, la promesse de Microsoft aujourd'hui, c'est à travers cet outil, 4 piliers sur lesquels l'outil va évoluer. La communication, tout d'abord, avec le chat, les discussions de groupe, la possibilité de faire des réunions et des appels, voilà, ça c'est ce qu'on a utilisé pendant la partie Covid. La partie collaboration, avec effectivement tout le partage, les échanges de fichiers qu'on va avoir et la synergie qu'on va pouvoir mettre en place autour de nos équipes. Une fois qu'on a ça, on a cette possibilité d'extension. Et c'est là-dessus que Teams va devenir intéressant, en tout cas dans notre questionnement autour de la Digital Workplace, c'est toute cette possibilité d'aller chercher des applications tierces, des connecteurs, pour pouvoir agréger mes usages et surtout proposer aux utilisateurs finalement un seul endroit dans lequel ils vont pouvoir venir consommer l'ensemble des services et des applications qu'on va vouloir lui proposer. Et enfin, alors c'est beau de pouvoir proposer toutes ces choses-là, mais toujours le travail en confiance, la sécurité autour de cet environnement-là. Là-dessus, Microsoft amène aussi sa couche de sécurité et de conformité, donc ce qui fait de Teams la bonne place en tout cas pour partager et gérer les informations pour le collaborateur. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, on a quand même SharePoint, qu'on a connu avant l'arrivée de Teams, qui reste toujours là, mais SharePoint en fait est en évolution. Si vous suivez la stratégie de Microsoft aujourd'hui, SharePoint s'éclate pour devenir en fait une sorte de service de stockage dans lequel l'utilisateur va toujours pouvoir venir stocker ses informations, utiliser son moteur de recherche pour les retrouver, sécuriser bien sûr les accès, pouvoir dire voilà, telle donnée reste accessible à telle population, la conformité avec des usages autour d'AIP et de confidentialité, et un petit peu d'IA, effectivement, on le voit arriver sur des scénarios type syntaxe, etc. Mais ça viendra dans un second temps. Et ce qu'on voit arriver, en fait, c'est ces services, ces microservices qui vont venir consommer les données dans notre SharePoint, mais plus forcément avoir un SharePoint qui est central comme on pouvait l'avoir auparavant. Et enfin, tout en haut de la pile, donc là où on a l'accès utilisateur, les services qui vont venir consommer les différentes applications, donc Teams, Outlook, OneDrive, etc., etc. Voilà, merci. Ce qui nous amène du coup au constat suivant sur la place de SharePoint au sein de l'écosystème Office 365. Donc on va passer d'une vision où SharePoint était vraiment centré, et qu'on illustre avec ce schéma, avec SharePoint au centre, avec un accès multicanal, qui va être à la fois un agrégateur de contenu vis-à-vis des applications tierces, qui va être intégré Office 365 bien sûr aux différentes applications, et qui va être également potentiellement producteur de contenu. Donc ça c'est une demande de plus en plus fréquente aussi des clients de pouvoir intégrer par exemple, j'ai un applicatif métier, j'ai pas envie que mes utilisateurs sortent de leur applicatif métier, j'ai besoin d'aller leur ramener de l'information descendante parce que je sais qu'ils n'iront pas par eux-mêmes, donc produire des contenus, à une vision où finalement Teams va se recentrer en termes d'interface utilisateur à ce niveau-là. Et donc on va avoir s'opérer un transfert depuis SharePoint vers Teams en tant qu'interface utilisateur, avec un monde qui va être hybride pendant un certain temps, avec des utilisateurs qui bien sûr continueront à accéder à des SharePoint depuis leur environnement SharePoint, mais aussi Teams qui prend de plus en plus de place parce qu'aujourd'hui, c'est plus le navigateur qui s'ouvre quand on ouvre son poste de travail, c'est Microsoft Teams. Et à travers Microsoft Teams, finalement, l'intranet, porté par un SharePoint,
va être une des applications qu'on va venir intégrer à notre environnement de travail, qui va rendre la productivité également plus efficace, qui va venir agréger des contenus justement via l'extensibilité qu'on a, via les apps, les connecteurs et tout ce qu'on peut trouver, on y reviendra juste après, qui va être aussi intégré dans l'écosystème Office 365, qui va être multicanal et qui va également, on va garder la brique SharePoint qui va permettre de produire du contenu informatif. Et finalement, une des applications tierces, ça peut être aussi Teams tout simplement, dans lequel on va rapatrier le SharePoint. Par ailleurs, cette vision de Digital Workplace SharePoint, aujourd'hui on a des clients par exemple qui gèrent des actualités pas du tout dans du SharePoint. Finalement, ça pourrait être une autre solution que vous allez pouvoir trouver sur le salon, qui pourrait également avoir son applicatif, par exemple comme un Jalios ou des choses comme ça, qui vont elles aussi venir s'intégrer dans Teams. Et on va voir que ça communique dans les deux sens. On va avoir des utilisateurs qui vont rapatrier du Teams via les connecteurs au 365 à l'intérieur de la Digital Workplace Jalios, mais aussi Jalios qui va devenir accessible via Teams, parce que si on veut ramener les utilisateurs, on a besoin de ramener cette fluidité dans l'expérience collaborateur au niveau des différentes applications pour venir, partir et avoir un schéma et une trajectoire fluide. Si on revient sur la partie maintenant tableau des audiences, comment ça se traduit aujourd'hui sur Microsoft, la vision elle est très claire. Teams prend de plus en plus de place en tant qu'interface. Et au-delà du fait qu'il ait remplacé Skype, qui a été finalement une de ses premières vocations, faire du chat, du synchrone, des réunions, des live events, il est aussi au cœur de la collaboration et des travails d'équipe. Hier, vous vouliez travailler sur un projet, vous ouvriez un espace collaboratif SharePoint, là vous faites un Teams, à la limite vos utilisateurs, ils savent plus où sont stockés les fichiers, c'est pas leur débat, c'est pas ce qu'on demande, c'est quel service on leur apporte, comment ils vont pouvoir collaborer, quel modèle je vais pouvoir leur proposer pour fluidifier cette expérience encore une fois et augmenter leur productivité et venir y intégrer également des outils d'idéation, des Bicas, des Mural, des Klaxoon qui vont venir aussi compléter cette expérience au sein de Teams et c'est en ça que ça en fait quelque chose de central, c'est qu'on va l'étendre. Et cette extension, elle va pouvoir se faire à plusieurs niveaux. On voit très bien avec les onglets et les applications. On va venir rapatrier des onglets dans les Teams. On va pouvoir intégrer des applications avec un fort niveau de personnalisation au niveau des applications, puisqu'on va avoir des stratégies qu'on va pouvoir définir au niveau de l'entreprise sur les applications incontournables. Mais aussi, chaque utilisateur va potentiellement pouvoir aller piocher dans le store Teams les applications qu'il souhaite, selon la gouvernance définie par l'entreprise. Et chaque gestionnaire de Teams va aussi pouvoir proposer aux membres de son équipe, dans des applications et via les onglets, une application qui lui semble intéressante. La partie bots qu'on va avoir également, qui arrive de plus en plus, où on avait bien des chatbots qu'on pouvait implémenter sur du SharePoint, mais c'était du chatbot réactif le plus souvent. On allait lui poser une question, il nous proposait de lui poser une question. Là, on peut aller avec des solutions comme Witivio, comme Ubi sur le marché, qui font carrément du push et qui se considèrent comme un utilisateur et qui vont aller pousser des informations comme on a pu le faire chez un client comme la Maïf qui a mis en place Witivio à ce niveau-là. Et Witivio, pour assister sur l'usage Office 365, quand un nouvel utilisateur arrive, ça pop et ça lui dit « Tiens, est-ce que tu as vu cette fonctionnalité ?» Donc on peut l'envisager également avec d'autres solutions du marché. Et puis enfin, les connecteurs, toujours pareil, comment on va rapatrier de l'information extérieure dans un contexte Teams pour faciliter la vie de l'utilisateur dans une logique de push plutôt que de pull. Et cette logique d'extensibilité de Microsoft Teams, on la retrouve à travers Microsoft Viva, qui est arrivé l'année dernière, et qu'on va essayer juste un petit peu de décrypter avec ce prisme de, finalement, c'est une extension de Teams orientée usage qui permet de répondre à des enjeux d'entreprise avec ces 4 piliers. Donc, Microsoft Viva, effectivement, c'est 4 briques que Microsoft a sorties assez récemment sur le marché. Ça a fait un petit peu un effet, un petit mouvement de foule quand on a vu nos clients se poser la question en mode Viva, c'est quoi? C'est une nouvelle intranet de demain, telle que l'annonce Microsoft. Comment ça s'intègre? Moi, je viens de mettre en place mon site sur SharePoint. Quel impact? Donc en fait, Viva, c'était déjà plus ou moins intégré dans ce que vous aviez sur Office 365. Ça a été un rebranding marketing au niveau de Microsoft, mais globalement, vous aviez déjà presque toutes les bases à l'intérieur. Donc si on les prend dans l'ordre,
Viva Connection, c'est un des éléments qu'on va voir tout à l'heure, c'est effectivement l'intégration de mon portail collaboratif au sein de mon applicatif Teams et comment je viens consommer mon portail SharePoint directement dans mon outil de collaboration de tous les jours. D'accord ? Donc, c'est un connecteur, effectivement, qui vient étendre le client Teams, dans lequel vous allez pouvoir décider quel portail vous allez pouvoir proposer aux utilisateurs. Ce qui est intéressant avec Viva, c'est que vous allez pouvoir packager ainsi plusieurs applications, d'accord, donc que vous allez proposer dans le client. On va le voir ensemble tout à l'heure, je vous ai fait des présentations. Que vous allez pouvoir packager au niveau du client de Teams et que vous allez pouvoir proposer aux différentes populations. Parce que dans Teams, vous avez la possibilité de mettre en place des politiques et pour des populations différentes d'utilisateurs, vous allez pouvoir proposer des portails différents. Donc des portails métiers que vous auriez déjà mis en place sur du SharePoint ou si vous n'avez pas encore mis en place ces portails-là, du moins de pouvoir les packager et de les proposer aux utilisateurs. On ne remplacera pas avec Viva Connection les autorisations que vous allez définir sur ces espaces collaboratifs, d'accord ? Vous restez dans la même logique que vous aviez avant. Ensuite, on va retrouver Viva Insight. Alors Viva Insight, vous le connaissez peut-être mieux en fait sous le nom de My Analytics, d'accord ? C'est l'usage de vos données en tant qu'utilisateur, comment vous consommez le service M365 et comment Microsoft va vous donner des billes pour mieux consommer le service. Alors là où Viva Insight va un peu plus loin, c'est qu'on a cette notion de well-being, well-being at work, c'est comment tu te sens en tant qu'utilisateur, parce que pendant le confinement, Microsoft a travaillé sur le fait de garder du lien avec le collaborateur, et en fait l'application Viva Insight va vous permettre, dans un petit portail, de pouvoir vous planifier peut-être des temps de pause pour vous, que ce soit les temps de midi, que ce soit des temps aussi de réflexion et de travail pour vous, parce que avec le confinement, on accumule et on enchaîne un peu les réunions coup sur coup. Et donc là, l'idée, c'est que Viva Insight vous permette aussi de retrouver un petit peu de temps de respiration sur cette partie-là. Donc il y a pas mal de petites choses comme ça qui vont vous aider, voir aussi quelles sont les relations que vous avez avec vos collaborateurs et vos collègues, et se dire, tiens, là, ça fait longtemps que tu n'as pas vu une personne parce que j'ai le lien hiérarchique qui est renseigné au niveau de ton profil, et ça fait longtemps que tu n'as pas échangé avec cette personne-là, ce serait peut-être bien que tu planifies un point pour échanger avec. Donc voilà, Viva Insight va vraiment analyser votre façon de travailler et vous proposer des éléments d'amélioration sur votre façon de fonctionner. Viva Learning, c'est un portail qui va vous permettre de proposer aux utilisateurs de la consommation d'outils de formation. Alors, c'est un portail proposé par Microsoft, mais qui, là encore, utilise des connecteurs et qui va se connecter à des solutions externes. D'accord, on a du Coursera, du Skillsoft, etc. Donc là-dessus, vous aurez une partie d'abonnement externe à gérer, mais Microsoft va vous proposer un portail à fournir à vos utilisateurs pour pouvoir proposer une sorte de solution de learning. Ça n'ira pas aussi loin qu'un LMS, d'accord ? Donc il faudra voir quel usage vous voulez proposer à vos utilisateurs et quelles sont aussi les opportunités pour vous d'un point de vue budget à gérer avec ces solutions-là. Et enfin, la dernière, Viva Topics. Alors Viva Topics, ça va remplacer les usages wiki qu'on pouvait avoir au niveau des sites collaboratifs et des espaces Teams. Donc là, l'idée, c'est vraiment de mettre en place des pages sur lesquelles vous allez définir des thématiques, des mots-clés. Et en fait, l'IA, derrière, de Microsoft, va aller chercher, à travers le moteur de recherche et donc vos autorisations, les contenus que vous pouvez remonter et proposer aux utilisateurs. Là, on est sur un scénario qui sera payant et qui fonctionne avec un add-on d'un point de vue licensing. D'accord ? Voilà. Et juste par rapport, avant qu'on passe à quelques démonstrations, pour illustrer un peu le propos, on voit vraiment déjà qu'à travers finalement ce qui a été une annonce marketing, mais également derrière un peu de fond de réflexion sur comment on se ressent sur le collaborateur et comment on revient finalement à la définition de la digital workplace, offrir des environnements de travail centrés sur l'utilisateur qui vont permettre d'acquérir une meilleure productivité, une meilleure agilité. On voit très bien qu'à travers ces éléments-là, c'est bien l'extension de la plateforme Teams et le repackaging à travers des applications type Viva, mais encore une fois, il y en a plein sur le marketplace qui peuvent être intégrés, qui vont permettre ce recentrage et qui vont faire de Teams finalement le point d'accès, un des points d'accès principal de l'utilisateur et peut-être son bureau numérique de demain. On voit apparaître des Windows 11 avec des bouts de Teams qui arrivent dedans. On voit très bien qu'il y a vraiment des inspirations à travers ces interfaces et ces intégrations qui s'inscrivent dans la durée par rapport à la stratégie de Microsoft. Donc on va passer sur la partie démonstration. Alors sur la partie démonstration,
Vous allez avoir des captures d'écran qu'on a faites. Je pourrais vous montrer en live, si vous le souhaitez, sur le stand, si vous voulez voir vraiment des démonstrations du produit. Mais là, on va passer effectivement sur les captures d'écran. Alors, avant de parler effectivement capture d'écran et comment ça se passe dans Teams, là ici, vous avez un exemple des cas d'usage. Donc, on va être à LAN. À LAN, a différents cas d'usage. On parle toujours du scénario d'usage, du cas d'usage. C'est très important avec M365 parce que c'est ce qui va vraiment vous permettre d'identifier quels sont les processus à mettre en place et donc les solutions adaptées qui se trouvent en face. Et des fois, la réponse, c'est pas forcément du Microsoft. On parlait de Miro tout à l'heure, Klaxoon, voilà, qui sont des solutions qui peuvent être intégrées sous les éléments de table et de connecteurs. Donc là, vous avez un exemple de 5 scénarios d'usage, le copie de qualité, partage de chiffres avec du fichier Excel, voire de la connexion directe à nos line of business. La partie aussi consommation et application avec Power Apps qu'on voit tout au bout. Un élément projet, là, on voit ce que c'est, hein, gestion d'un projet avec un espace Teams, donc du partage, du chat, du partage de documents dans SharePoint, des connecteurs potentiellement sur l'extension de tableau blanc qu'on voit sur la fin, du recrutement, de la formation et de la communication. Là, ce qui va nous intéresser sur les cas d'usage, c'est que tous ces scénarios-là, on va pouvoir les adresser au final à travers notre client Teams avec des licences E1, si jamais vous avez des utilisateurs qui n'ont que des outils web, ça ne pose pas de problème, et des licences E3, E5, effectivement, ça vous pourrez le faire. Mais tout ce qu'on vous montre là en termes de scénarios, ce sont des choses qui sont adressables directement avec des licences E1 pour des utilisateurs qui n'auraient pas de suite Office en client web. Donc on va se concentrer sur le dernier, sur l'aspect communication, et on va se concentrer sur l'approche que Microsoft a eue autour de Viva Connect, donc comment je consomme mon SharePoint à travers mon Teams. Donc là vous avez un exemple d'un site SharePoint qui est natif, il y a peu de personnalisation si ce n'est notre logo, et vous avez la barre qui est arrivée sur le côté qui vous permet de naviguer soit sur la navigation globale du site d'entreprise, si vous avez défini un site d'intranet, soit retourner à la page SharePoint qui vous permet d'accéder à l'ensemble de vos sites. En dessous, vous allez retrouver la petite planète qui représente les espaces collaboratifs auxquels l'utilisateur a accès, d'accord ? Les actualités globales de l'entreprise et enfin les fichiers qui lui sont partagés. Donc cette part de navigation, elle est assez récente, elle a un peu perturbé au début les usages, mais finalement dans le fonctionnement, ça va nous intéresser et ça va nous servir. Si demain on utilise le connecteur Viva Connection que Microsoft nous a mis en place, là vous avez un exemple de ce que ça donne l'intégration dans Teams. D'accord ? Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en termes de personnalisation, j'ai directement intégré dans le client une petite application que vous voyez qui est tout en haut, qui me permet directement d'accéder à ma landing page à travers mon client Teams, et c'est une intégration complète de SharePoint. D'accord ? Vous avez le menu de navigation, vous avez la possibilité d'aller et revenir. Pour ceux qui avaient peut-être essayé d'intégrer des pages SharePoint, sans la navigation, on était un peu coincé en termes d'usage. Bon, là, ils l'ont bien compris. L'intégration, elle est vraiment pas mal en termes de navigation complète. Vous avez tout le footer qui est bien pris, et même les personnalisations que vous faites sont intégrées dedans. D'accord ? Si jamais vous aviez ajouté des composants complémentaires, personnalisé des éléments qui n'étaient pas forcément natifs à SharePoint, on est bien repris au niveau de ces affichages-là. Alors, la barre n'a pas disparu, hein, elle est intégrée, si vous cliquez sur l'icône qui est directement affichée là, sur le côté, voilà, vous retrouvez la barre SharePoint, ce qui permet à l'utilisateur de pouvoir naviguer à travers ces différents sites et à travers la navigation globale. Si on continue, ce qu'on se disait, c'est qu'effectivement Teams est personnalisable et l'utilisateur va avoir lui aussi la possibilité de s'ajouter ses propres applications, parce que là, d'un point de vue entreprise, ça me paraît logique et censé de lui proposer un portail qui va pouvoir consommer directement tout en haut de son client Teams. Donc ça, c'est moi qui l'ai poussé en tant qu'administrateur. Mais en tant qu'utilisateur, il va bien sûr pouvoir étendre son fonctionnement, donc aller chercher des applications, soit qui lui sont poussées en direct, soit aller chercher parmi le store d'applications. Si je passe à la slide suivante. Ouais, voilà, parmi le store d'applications. Et là, ce que vous voyez, c'est qu'on a packagé 2 applications de type Viva Connection. Vous n'êtes pas limité à une seule application, d'accord ? C'est un principe de fonctionnement que Microsoft a généralisé, c'est-à-dire que vous allez pouvoir proposer différents portails à différentes populations d'utilisateurs, ce que j'évoquais tout à l'heure. Si vous avez soit des filiales, soit des services spécifiques avec des portails spécifiques pour ces utilisateurs, par exemple la R&D, et vous voulez packager cette solution-là que pour cette entité-là, vous allez pouvoir le faire en passant par des packages différents de Viva Connection.
On peut avoir par exemple des bases de connaissances aussi sur des services métiers spécifiques. Et on va pouvoir faire un Viva Connect, intégrer cette base de connaissances spécifiquement pour un service X ou Y par rapport à son métier. Donc en termes de déploiement, une fois que l'utilisateur a choisi l'application, il l'ajoute, elle va se retrouver épinglée, alors pas forcément épinglée, mais elle va se retrouver ajoutée juste après dans ses applications en tant qu'utilisateur, et il va avoir la possibilité soit de l'épingler, soit de la désinstaller, comme toute autre application sur le fonctionnement d'usage au niveau de son Teams. Ce qui va être intéressant pour nous d'un point de vue donc administration, je vous en parlais, c'était la capacité pour nous en tant qu'organisation d'aller piloter ces applications-là. Ça nécessite quand même un certain nombre d'actions techniques, puisqu'aujourd'hui le déploiement d'un Viva Connect, c'est pas donné à tous les utilisateurs, c'est pas un métier qui va pouvoir le faire, pas encore. Voilà. Donc en fait, il faudra aller dans l'administration centrale d'un Teams pour pouvoir déployer les contenus et associer ça à des politiques. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que là, vous voyez, il y a un autre Viva Connection qui apparaît et qui est en preview. Ce Viva Connection, en fait, c'est une réponse que Microsoft est en train d'apporter à dire, bah voilà, les entreprises, plutôt que de passer par des packages un peu compliqués à les gérer d'un point de vue administration, bah peut-être qu'un administrateur Teams a envie de gérer lui-même le Viva Connection, à savoir le premier, celui de l'intranet de l'entreprise. Et donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de packager une application dans laquelle, lorsque je clique sur le petit bouton Customize qui est en haut à droite, bah, je vais arriver sur un panneau de configuration qui va me demander quelles sont les informations de connexion vers le portail. Donc il simplifie le process de connexion de votre espace de communication SharePoint directement au sein de Teams. D'accord, on n'aura presque plus besoin de passer par des actions d'administration technique. Chose que Microsoft n'a pas encore précisé, c'est ce qu'on pourra en faire plusieurs et rajouter plusieurs applications de ce type-là, ou est-ce qu'on n'en aura qu'une et que les autres devront passer par des actes techniques. Et ça, c'est très important aussi parce qu'on parlait de la personnalisation à plusieurs niveaux tout à l'heure. Et là, on est bien sur une personnalisation, vous, au niveau de l'entreprise. Qu'est-ce que vous allez venir proposer à vos utilisateurs? Et ce que vous aurez sélectionné, ça sera valable pour toute l'entreprise ou il y a des stratégies à un certain groupe dans l'entreprise. Mais l'idée aussi, c'est pas que ce soit complètement le bazar et que vous n'arriviez plus à piloter votre team, mais que vous ayez cette maîtrise et que vous offriez, vous, votre propre store d'applications d'entreprise et vos propres intégrations au regard des usages que vous aurez détectés et des besoins de vos utilisateurs. Toujours revenir à l'usage, le pourquoi on fait ceci. Donc, là, effectivement, on commence à toucher la gouvernance autour d'M365, du fait que vous étendiez le modèle non plus qu'à uniquement SharePoint, qui peut être gouverné assez facilement et assez simplement quand on parle d'un site en tant que tel. Là, on arrive effectivement sur la Galaxy Teams et donc toutes les configurations qui vont avec. Donc là, vous avez un exemple effectivement sur comment piloter, déployer mes applications. Ça se fait toujours dans l'administration centrale, donc à travers les setup policies, comme je le disais, où vous allez pouvoir définir plusieurs politiques fonction des profils que vous avez, et donc l'ordonnancement des éléments de consommation des portails que vous allez proposer aux utilisateurs. On est bon pour moi. Ok, avant de passer aux questions-réponses, proposer une petite synthèse par rapport à l'objet un peu de Teams, la Digital Workplace de demain. Donc, ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est la place centrale et proéminente qu'a Teams au sein de l'écosystème Office 365. On l'a vu à travers plusieurs cas d'usage, à travers la matrice des audiences, à travers aujourd'hui le travail d'extensibilité de Microsoft Teams avec la mise en œuvre de différentes applications, des connecteurs, des chatbots, la création d'applications. Néanmoins, SharePoint n'est pas mort et continue d'exister, il peut s'intégrer en apps. Et finalement, on a cet parcours un peu hybride qui va exister en tant que redonner à SharePoint sa vertu autour finalement de l'intranet, de la gestion de contenu, la gestion des bases documentaires, et offrir une fluidité dans l'expérience utilisateur en lui apportant ses contenus dans son contexte de travail qui est aujourd'hui le plus commun, qui est Teams, dans lequel il va pouvoir chatter, dans lequel il va pouvoir organiser ses réunions, dans lequel on va essayer de rapatrier également son calendrier, ça fait déjà un certain temps, peut-être demain ses emails. On n'a pas beaucoup parlé de Yammer ici, mais Yammer fait partie aussi des applications de réseau social qu'on va venir intégrer au sein de Teams. Et donc ça s'impose comme un hub, comme un point d'accès unique pour accéder à toutes les applications. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces applications elles peuvent être à la fois dans l'écosystème Office 365, et on observe justement cette transformation technologique qu'on a pu voir sur où est-ce qu'on stocke les données, la transformation, mais aussi avec des applications tierces
qui proposent aujourd'hui dans le store des applications qui vont venir s'intégrer. On en a cité plusieurs, qui vont faciliter l'idéation, l'animation de la réunion, les comptes rendus, le pilotage. Pour des développeurs, ça va être des notifications sur des environnements de gestion d'anomalies. Tout ça va venir alimenter cet espace de travail unique directement en one-click et donc proposer la personnalisation à 3 niveaux. 1 de l'organisation, 2 de l'équipe, 3 de l'utilisateur, ce qui va permettre de répondre aux différents cas d'usage. Une fois qu'on a dit ça, en revanche, pour déployer cette plateforme, il va quand même falloir définir un peu de gouvernance, parce qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé depuis 1 an, le Covid, on a vu la progression de Teams fulgurante. Des Teams, il y en a partout dans toutes les organisations, parfois bien organisés, parfois du fait du manque de temps tout simplement des équipes qui ont dû faire face à l'urgence de ce niveau-là. La gouvernance, elle n'a pas été établie et on a 100 utilisateurs, mais on a 1000 Teams en face. On a plus de Teams que d'utilisateurs parce que les gens tâtonnent, ne sont pas forcément accompagnés et ne savent pas forcément comment faire. Donc cette gouvernance, elle va permettre, 1, de définir les rôles et responsabilités de chacun, comment on va faire aujourd'hui sur ces éléments-là. 2, d'adopter des règles communes. Demain, qu'est-ce qu'on veut proposer à nos utilisateurs? Quel outil, quel usage? Est-ce qu'on multiplie ces usages? Est-ce qu'on les limite aussi pour ne pas avoir trop d'expérience à travers les différentes équipes? 3, la stabilité, puisqu'on a des services éprouvés, on a des apps publiées dans le store. Ces apps, ça a été validé par des architectes techniques, validé fonctionnellement en amont par des utilisateurs métiers, et ça fait sens dans votre contexte. Garantir la sécurité des données, parce que ce n'est pas l'objet de cette conférence, mais on travaille aussi beaucoup sur la partie sécurité. Comment faire aujourd'hui pour sécuriser mes données, parce que c'est un vrai enjeu pour les organisations, à l'heure où tout le monde travaille chez soi, depuis des postes de travail qui ne sont pas forcément gérés, et donc pas forcément clean. Et enfin, comment on va accompagner le déploiement pour voir si ce qu'on fait est bien. Et là, on va avoir la nécessité de définir des KPI, de s'appuyer sur des solutions tierces, des outils comme Trian Analytics, Trian for Teams, qui offrent justement des systèmes de gouvernance, de nettoyage des équipes qui n'ont pas de propriétaire, des équipes qui n'ont pas bougé, est-ce qu'on les archive, est-ce qu'on les archive pas, et également piloter l'adoption. Microsoft Teams est bien adopté chez mes utilisateurs de Marseille. Par contre, je ne sais pas pourquoi, à Nantes, ça ne marche pas. Et pouvoir cibler les actions d'accompagnement au changement auprès de populations, aller comprendre pourquoi Teams n'est pas déployé. Peut-être qu'ils n'en ont tout simplement pas besoin, peut-être qu'ils n'ont pas en visibilité, peut-être qu'ils ont un autre outil et que justement il n'est pas encore disponible. Ou alors peut-être simplement qu'ils ont besoin d'accompagnement au changement parce qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils sont débordés ou que c'est comme ça. Et vraiment, ces indicateurs vont permettre de rentrer dans une boucle d'amélioration continue des services qui vont permettre demain aux DSI d'être agiles, aux organisations d'être agiles, d'avoir donc ce socle, ce point d'accès unique autour de Teams, mais aussi la partie SharePoint, et de bien aussi définir la frontière entre les deux qui va s'exercer, et d'en faire peut-être du coup le point de demain pour l'entrée, pour l'ensemble des utilisateurs, pour les clients qui ont choisi cette plateforme.